Bien, bonjour, bon matin. Émilie Grandmont-Bérubé, je suis directrice et copropriétaire de la Galerie 3 Points et ancienne présidente de l'Association des galeries d'art contemporain. Et j'ai le grand plaisir d'animer aujourd'hui la table ronde sur la place des femmes dans le milieu de l'art en excellente compagnie. D'entrée de jeu, quand on m'a proposé d'animer la table ronde, j'étais vraiment super emballée, puis là, j'ai plein d'idées et je suis très, très heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui Esther Trépanier, Olivia Boudreau et Marie-Ève Beaupré pour discuter de ces enjeux qui sont... on en parlait, on a déjà commencé, en fait, depuis une heure en arrière. C'est des enjeux qui sont très importants pour nous trois et, entre autres, nous quatre, en fait, et pour l'ensemble du milieu. C'est quelque chose dont on parle assez peu et je suis très, très heureuse qu'on prenne le temps aujourd'hui de s'asseoir puis d'en parler. Donc, je vais commencer par vous présenter toutes les trois. Question que tout le monde sache un peu qui est qui. Donc, Esther Trépanier. Bonjour, Esther. Bonjour. Esther Trépanier est professeure au département d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal depuis 1981. De 2000 à 2006, elle a assumé la fonction de directrice générale de l'École supérieure de mode à Montréal. Job administratif. Pardon? Job administratif. Mais essentiellement, Esther s'intéresse à l'art québécois-canadien des premières décennies du 20e siècle et aux questions relatives à la modernité. Donc, c'est vraiment notre référence historique sur la question de la place des femmes dans le milieu de l'art, mais un peu plus ancien. Esther a été directrice du Musée national des beaux-arts du Québec de 2008 à 2011. Et elle est l'auteure de Peinture et modernité au Québec 1919-1939. Et ses recherches récentes sur l'art des femmes ont donné lieu à l'exposition et la publication de femmes artistes du 20e siècle qui avait été présentée au Musée national des beaux-arts à Québec en 2009. Oui, à partir deux volets et 2010, à partir de la collection du musée. Oui, exactement. Oui. Donc, bonjour Esther. Bonjour. Olivia Boudreau, merci d'être là. Olivia Boudreau est une artiste de Montréal dont le travail s'intéresse à l'expérience de la perception à travers des installations vidéo, des films et de la performance. Elle détient une maîtrise en art visuel de l'Université du Québec à Montréal et a été en résidence à la Fonderie Darling de 2000 à 2013. 2009-2012? 2009-2012? Je vais te croire. Olivia a fait partie de la sélection québécoise du prix Sauvé en 2012, 2014 et 2016. Et ses œuvres sont dans plusieurs collections muséales, dont celle du Musée d'art contemporain de Montréal. Et même présentement entre nos murs, avec la vidéo L'étuve. Merci, Olivia. Et donc, Marie-Ève Beaupré, qui est à côté de moi, qui est directrice, qui est conservatrice de la collection au Musée d'art contemporain de Montréal, qui a, au pied levé, remplacé John Zepetelli, qui devait être avec nous, qui est directeur du musée. Donc, John ne s'est pas transformé en trentenaire aux yeux bruns. Voilà. Marie-Ève, merci de t'être si promptement prêtée au jeu. C'est pour moi le plus grand des plaisirs de prendre part à cette discussion très importante. Juste pour faire un peu le survol de ton parcours, tu as commencé ta carrière à la Galerie de l'UQAM avec Louise Derry de 2004 à 2012. Tu as ensuite été conservatrice en art contemporain au Musée national des beaux-arts à Québec. Ensuite, conservatrice en art contemporain canadien international au Musée des beaux-arts de Montréal. Et depuis 2016, depuis 2 ans maintenant, conservatrice de la collection au Musée d'art contemporain de Montréal. Donc, un regard sur les collections au Québec qui est vraiment super intéressant. Donc, merci à toutes les trois d'être là. D'entrée de jeu, quand je réfléchissais un peu à ces questions-là, puis à qui inviter, spontanément, quand j'ai parlé à Esther les premières fois, elle a d'un seul coup déboulonné des mythes sur la place des femmes dans le milieu de l'art qui, pour moi, je suis tombée par terre. Parce que quand la GAC m'a demandé d'animer cette table ronde-là, moi, mon premier réflexe a été de faire le tour des membres de l'association puis de regarder quelle était la proportion des artistes femmes puis des artistes hommes qui étaient représentés par nos galeries, par nos membres.
j'avais vraiment aucun a priori. Puis j'ai été un peu étonnée des résultats auxquels je suis arrivée parce que de la quarantaine de membres de l'association, il y en avait 4 qui avaient la parité, dont 3 galeries qui étaient dirigées par des femmes. Ce qui est quand même intéressant en soi comme point. Et le 4e était la galerie Jean-Pierre Valentin, qui représente beaucoup d'artistes de la modernité et qui est moins dans l'art contemporain actuel. Et vraiment, ça m'a amené justement à réfléchir à la place des femmes en art, mais dans une perspective plus historique. Et là, Esther est arrivée et elle m'a jetée à terre parce que les résultats auxquels généralement j'étais arrivée dans les galeries aujourd'hui, c'était une présence d'artistes femmes d'à peu près 30 %. Ça varie beaucoup, là, mais globalement, c'est à peu près ça, entre 25 et 30 %. Puis Esther, d'entrée de jeu, m'a dit « c'est la même chose il y a 100 ans, tu sais. » Oui, avec la différence que ce n'est pas les galeries, puisqu'à cette époque-là, les galeries sont des acteurs moins importants. Alors, pour ce qui est de tomber en bas de sa chaise, moi, je suis tombée en bas de la mienne quand Émilie m'a téléphoné parce que j'ai dit, bien, si vous êtes sur un panel sur l'art contemporain, moi, je fais dans le vieil art, c'est-à-dire dans les artistes avant les années 40. Mais j'étais quand même très contente, puis c'est pour ça que je suis embarquée tout de suite dans le projet, parce que je me suis dit, les 3/4 des gens s'imaginent qu'avant l'avènement des problématiques féministes, avant, je dirais grosso modo, les post-automatistes dans les années 1955-60, il n'y avait pas de place pour les femmes dans les arts visuels au Québec, disons grosso modo de 1900 à 1940. Or, c'est pas vrai. Je sais que c'est un mythe qui circule beaucoup, mais comme j'ai travaillé un peu sur cette période-là, alors juste pour vous donner un peu une idée, quelque chose comme, par exemple, en 1920, fondation du groupe du Beaver Hall, si on regarde les artistes fondatrices et associées, on arrive à 15 femmes sur 28 membres, c'est-à-dire 53 % de femmes. Bon, évidemment, c'est le groupe le plus intéressant de ce point de vue-là. Par contre, quand le Canadian Group of Painters va être fondé au Canada en 1933, pour succéder au groupe des 7, là, inutile de souligner que les 7, c'est 7 gars, mais quand le Canadian Group of Painters est fondé, sur 28 membres, il y a 9 femmes, donc 33 %. Ensuite, à la Société d'art contemporain, à la Fondation, il y a 7 femmes sur 26, grosso modo 27-30 %. Puis à la dissolution, bien, le pourcentage va à 36 %. C'est entre autres l'arrivée des jeunes francophones. De dire ensuite que les femmes n'étaient pas représentées, n'avaient pas de lieu d'exposition. Ah, ça, c'est un autre grand mythe. Il n'y avait pas de place pour exposer les femmes. C'est absolument pas vrai. Bon, d'abord, évidemment, je ne m'intéresse pas aux femmes amatrices, parce que ça, il y a toujours eu des sociétés de femmes, le Women's Art Association, tout ça. Mais les femmes, je m'intéresse vraiment aux artistes professionnels, et j'entends par professionnels, qui ont une formation artistique. Évidemment, l'ouverture de l'École des beaux-arts en 1923, ça aide beaucoup. Mais avant, l'École d'art de l'Art Association, qui est l'ancêtre du Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, vraiment, avec le 20e siècle, commencent tranquillement à arriver des femmes professionnelles qui vont professionnelles parce qu'elles exposent dans les mêmes lieux que les hommes, sont reçues par la critique d'art de l'époque. Donc, à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale, on voit accroître le niveau. Où est-ce qu'elles exposent? Bon, dans les salons annuels de l'Art Association, de l'Académie royale, évidemment dans les Women's Art, les Canadian Society of Painter, Etcher, gravure, aquarelle, etc., Société des sculpteurs, le Canadian Society of Graphic Art, parce qu'il faut voir que toutes ces institutions, ces regroupements avaient des expos annuels. Beaver Hall, Société d'art contemporain et plusieurs expos de groupe un peu partout, au Canada, à l'international. Les galeries privées aussi. Quelles étaient les galeries privées à l'époque? Eaton's, le grand magasin Eaton, ça a l'air bizarre, mais ils avaient un programme à partir de 1927 d'exposition absolument formidable, jusque vraiment, c'est intéressant, jusque dans les années 40, beaucoup de femmes participent, donc les Eaton's Fine Art Galleries, comme on les appelait à l'époque, Galerie francophone Morancier Frères, Scott Sanson, Stevens Gallery, Henry Morgan, etc., et plusieurs autres. De surcroît, les critiques d'art en parlent. Bon, OK. Là, je vais mettre un gros bémol. Elles ne sont pas les vedettes.
En général, quand les critiques commentent leur participation aux expos, c'est après avoir travaillé sur les grands noms masculins comme il se doit. Mais néanmoins, elles sont mentionnées. Je vais vous prendre l'exemple d'une femme. C'est parce que le problème, c'est qu'on n'a pas fait de recherche exhaustive sur tous ces artistes, et particulièrement sur toutes ces artistes femmes. Oui, il y en a eu sur Marianne Scott, Prudence Hayward. Mais personnellement, je me suis intéressée, parce que j'ai fait sa monographie à Marianne Scott. Pour vous donner une idée, Marianne Scott, que j'ai eu le plaisir de connaître, elle est née en 1906, elle est décédée aujourd'hui, n'était pas particulièrement carriériste. Néanmoins, elle présente ses premières œuvres comme élève à 12 ans, de l'Art Association au Salon de l'Art Association en 1918, mais juste de 1918 à 1955, donc enlever 12, 13, 14 ans, là, elle est encore étudiante, enlever la période où elle étudie en Angleterre, enlever la période où elle a son bébé, elle va participer à 119 expositions, soit 3,7 expositions en moyenne par année. C'est énorme. Je ne suis pas sûre que vous avez aujourd'hui un pourcentage aussi fort. Quant au texte critique, bon, puis là, enlevons la période 1918-1927, grosso modo, qui est la période d'études et de maternité. Entre quand même 1918 et 1955, elle va être mentionnée dans près de 125 textes de critique d'art, donc plus de mentions qu'elle expose. Donc, ça vous donne une idée qu'au niveau diffusion, au niveau réception, les femmes étaient présentes, mais dans tous les groupes, le plafond de verre est là. Elles ne sont ni présidentes, ni fondatrices des groupes, elles ne sont pas les porte-paroles, etc. Puis quant au discours de la critique d'art, écoutez, je pourrais vous en parler longuement. Les critiques d'art modernes sont bien excitées parce qu'elles sont en général assez audacieuses, mais les critiques d'art traditionnelles sont souvent assez essentialistes et vont vous sortir des niaiseries. Là, on parle de 1919 à peu près, que oui, nous remarquons des femmes dans l'exposition, mais est-ce qu'elles ne seraient pas mieux de faire de la broderie? Bon, ça c'est ce qu'il y a de pire. Mais autrement, c'est quand même assez étonnant. Bon, je ne vais pas prendre le plancher puis vous parler d'avant 1920, mais là encore, on note la présence régulière de femmes à l'exposition de l'Art Association, bien qu'en groupe, en nombre, en proportion moins grande, puisqu'on n'est pas encore à cette époque de professionnalisation. Alors, bref, je suis contente, Émilie, que tu aies trouvé mes statistiques intéressantes, mais moi, je dois vous avouer que les statistiques d'Émilie m'ont assez jeté à terre aussi, dans la mesure où je me disais, alors c'est les préjugés de chaque bout de la chaîne. Je me disais, ben oui, mais écoute, après les années 70, après le féminisme, etc., c'est plus comme c'était dans le temps, dans la période qui m'intéresse. Ben non, ça a l'air que non. En fait, moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé, à quel point on a l'impression que les choses changent, puis que finalement, dans les faits, les choses sont différentes, en fait. Le rapport des femmes est différent, mais reste que proportionnellement, les statistiques sont très, très semblables. Puis ça, c'est assez effrayant. Je crois que c'est révélateur de plusieurs biais inconscients, autant chez les hommes que chez les femmes, parce que les femmes ne sont pas... on n'est pas immune à ça, le moins du monde, là. Et dans tout ce que tu dis, il y a la question des lieux d'exposition. Il était beaucoup plus fréquent à l'époque. Ces grandes expositions de groupes-là, ça, c'était formidable. On en a beaucoup moins aujourd'hui. C'est moins... les institutions prennent plus de place, les galeries privées prennent plus de place aussi. Il y a les centres d'artistes qui ont un rôle très, très important dans la diffusion. Mais peut-être, Olivia, si tu voulais enchérir sur ta réalité à toi, en fait, comme artiste, femme, aujourd'hui, ce rapport-là à comment ces biais-là sont sentis, sont perçus, dans ta pratique à toi, mais aussi dans ton expérience du milieu que tu connais très bien aussi. Oui. Alors, je me suis toujours considérée vraiment chanceuse. J'ai un parcours que je considère assez privilégié. J'ai eu de belles opportunités. J'ai eu la chance de présenter mon travail souvent. Je sais que c'est pas le cas de toutes les artistes femmes. Fait que c'est important pour moi de mettre cette nuance-là. Je suis consciente de ce privilège-là. J'ai pas rencontré non plus, puisque la question se pose aussi de harcèlement dans mon contexte professionnel.
Donc, à plusieurs niveaux, je me sens privilégiée. Je dois dire que c'est plus récemment que j'ai pu sentir que le fait d'être une femme pouvait faire une différence. Je pense que pendant longtemps, j'ai été dans une forme de déni, que je ne serais pas traitée différemment qu'un collègue masculin. Je veux pas embarquer, embarquons tout de suite dans le fait, par exemple, que j'ai des enfants. J'ai choisi d'avoir des enfants. Donc, quand j'ai fait le choix d'avoir des enfants, évidemment, je n'étais pas idiote, je savais ce que ça voulait dire. On s'attend à ce que les artistes performent entre 30 et 40 ans, ce qui est un peu la fenêtre d'opportunité pour les femmes d'avoir des enfants. J'ai décidé d'avoir des enfants à un moment où ma carrière allait particulièrement bien, tout simplement pour des questions de timing. L'expo que j'ai fait à la galerie Léonard et Bina Helens en 2014, j'étais enceinte à ce moment-là. C'est une expo qui était rétrospective de 10 ans de carrière. La réalité, c'est que cette expo-là, qui aurait pu être un tremplin pour autre chose, est venue dans un contexte où j'ai eu des enfants. Et non seulement un, mais j'en ai deux. Puis d'ailleurs, je vous salue les enfants. Puis ça, c'est un choix que j'ai fait. Puis c'est à ce moment-là que je me suis mis à réfléchir à mon statut de femme, puis que j'ai compris, en fait, c'est pas vrai, il y a une différence. Je peux pas nier le fait que d'être un homme et une femme ne fait aucune différence et que je serai toujours traitée d'égale. Du moment que je rencontre cette question-là de la maternité, il y a une différence. C'est une des choses qui fait qu'on peut être traité différemment. Maintenant, une des notions qui me tient beaucoup à cœur et que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut être capable de discuter en mettant beaucoup de nuances. Mais c'est l'impression, toutefois, que rétrospectivement, on refuse quand même aux femmes le terrain de l'universalité. Et puis, j'ai un exemple qui est très frappant pour moi, c'est de visiter la rétrospective de Bruce Nauman. Bruce Nauman est un artiste de la performance. Donc, quand on entre dans une rétrospective de Bruce Nauman, il y a des vidéos de Bruce Nauman partout. Fait que Bruce Nauman lance une balle, Bruce Nauman en bédaine, Bruce Nauman marche sur une ligne, Bruce Nauman parle de sexe, il est déguisé en clown, il est partout dans l'expo. À aucun moment, on va parler de la pratique de Bruce Nauman comme d'une pratique qui réfléchit sur le corps masculin, ou on va parler d'une pratique qui réfléchit sur l'identité masculine, ou sur la sexualité masculine. Non, c'est une pratique sur le corps, sur l'identité, sur la sexualité. Quand on rentre dans mon exposition, je fais de la performance, je suis une femme, donc oui, je suis là, je suis à quatre pattes, je suis debout, je suis en train de me moucher, peu importe. De quoi on me parle? J'ai une pratique sur le corps féminin. J'ai une pratique sur l'identité féminine et sur la sexualité féminine. Donc, on me refuse le terrain de l'universalité. Puis ça, c'est pas quelque chose de nouveau. D'un corps de femme n'est jamais neutre, alors qu'un corps d'homme peut l'être. Et puis ça veut dire qu'on parle de mon travail dans ces termes-là. Ça veut dire que quand on en parle dans les journaux, c'est dans ces termes-là. Donc, mon travail, c'est une pratique qui concerne... je suis ghettoisée à quelque part, là. Tu sais, c'est un travail de niche, si on veut, contrairement à un artiste masculin qui serait pas traité de cette manière-là. Et puis, si on fait l'exercice dans des artistes québécois, montréalais, je suis certaine qu'on serait capable de se rendre compte que ce phénomène-là se passe entre des artistes chez nous. Pas besoin de prendre l'exemple de Bruce Nauman. Donc, première chose, on me refuse le terrain de l'universalité. Oui. Non, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment fondamental comme point que tu emmènes, parce que on va parler des pratiques féminines, on va parler d'un travail dans l'intimité, dans justement l'intimité. L'intimité, c'est totalement féminin. C'est comme si l'intimité et la philosophie pouvaient jamais se rencontrer. L'intimité, la philosophie est à l'extérieur de l'intimité. On ne peut pas parler de philosophie depuis l'intérieur du sujet.
il y a quelque chose qui m'étonne, et je vais poser la question, puis je vais peut-être avoir l'air vraiment pas du tout politically correct en posant cette question-là, là. Mais la réception qu'on fait de tes œuvres, est-ce que c'est parce que une certaine pensée féministe impose que l'on parle de tes œuvres comme, dans le fond, c'est toute la question de l'essence, de l'essentialité qui demeure. Parce que dans ma période, j'avais des artistes comme Marianne Scott, très géométriques, très affirmés, et il y a eu des critiques qui parlaient de son œuvre comme étant fort peu féminine, très intellectuelle, très rigoureuse, et qui dénient les qualités féminines, de la même manière qu'il y avait d'autres critiques qui, au contraire, étaient ravis de voir que, pour une fois, on abandonnait les bouquets de fleurs dans les expos de l'Art Association pour aller vers un art moderne et audacieux. Bon, donc, il y avait un discours essentialiste, mais bon, tu dis que des critiques d'art dans 1930, bon, avec la formation qu'ils ont, ils sont tous évidemment masculins, soient pris dans ce discours essentialiste-là. Mais dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce discours essentialiste-là est toujours là, bien qu'il passe par une autre conceptualisation? Je dirais oui, mais mon impression, c'est que c'est un peu de la paresse intellectuelle. Je pense que c'est de la part des gens qui font l'expérience des œuvres. Je pense que c'est un manque d'imagination. Rendu à ce point-là, justement, parce qu'on n'est plus en 1930, parce que la formation n'est plus ce qu'elle est, je pense que c'est souvent, puis ça touche, c'est la même chose avec la question des représentations, d'aller choisir des artistes femmes, des artistes issus de la diversité. À un certain moment, je pense, puis ça excuse rien, mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans la paresse. Si on s'éduquait sur les pratiques des femmes et sur les pratiques des artistes issus de la diversité, si on faisait notre travail de s'éduquer, on serait capable de faire des choix beaucoup plus éclairés, on serait capable de parler des œuvres de manière plus intelligente. Je t'écoute, j'entends ce que tu dis, Olivia, et ça me rappelle, à vrai dire, en d'autres termes, l'exercice que justement Linda Nochlin, Linda qui est l'auteur autour de laquelle tu nous rassembles, absolument, puisque tu nous as invités notamment à réfléchir, à tenir cet échange à la suite, plusieurs dizaines d'années après la publication de ce texte fort important qui a été publié en 1970, qui s'appelle « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» Alors, je me suis consacrée à l'exercice cette semaine de replonger dans Linda et j'ai relu « Femmes, art et pouvoir », à vrai dire, qui est un peu l'anthologie qu'elle-même a décidé de publier là, en français en 83 chez Jacqueline Chambon, où elle reprend ses grands textes historiques, le premier étant justement celui pour cette grande question, publié en 70, et au cours de sa carrière, il faut rappeler que c'est une auteure, historienne de l'art, spécialiste en 19e siècle. La question de cette féminitude ou de cet essentialisme féminin, Olivia, les points que tu amènes, c'est précisément au cœur de sa critique des années 70. Il y a presque 50 ans, en fait. Là. Il y a presque 50 ans. Et puis la remise en perspective, au fond, de ton expérience, en regard de elle, les questions qu'elle pose, il y a un passage, entre autres, fort intéressant où, je la cite parce que je ne synthétiserai pas mieux qu'elle, la question de l'égalité des femmes, en art ou n'importe où ailleurs, ne relève pas de la relative bonne ou mauvaise volonté des individus masculins, ni de l'assurance ou du dénuement des individus féminins, mais de la nature même de nos structures institutionnelles et de cette vision de la réalité qu'elles imposent aux êtres humains qui y participent. Ça, elle l'énonce en 70 et au cours de sa carrière d'historienne de l'art puis de commissaire d'exposition, elle s'intéresse précisément à poser la question, est-ce qu'il y a un essentialisme, est-ce qu'il y aurait des caractéristiques qui circonscriraient ou qui définiraient une féminité dans les pratiques? Puis au fond, sa conclusion, c'est que non, bien qu'il y ait des traits communs qui puissent être dressé, il n'y a pas, puis surtout pas dans les pratiques contemporaines, cet essentialisme-là, il ne devrait pas du tout être a priori sur le terrain.
je reviens peut-être à cette mise en perspective historique importante du texte de 70 puis de la réflexion de Linda, parce que faut quand même... La discussion qu'on a aujourd'hui, elle s'inscrit dans un contexte où, aujourd'hui, cette année, on célèbre le 100e anniversaire du droit de vote des femmes. Hein. On se souvient, 1918, les femmes avaient le droit au fédéral pour la première fois de voter. Parmi les quelques... Il faut remettre en perspective historiquement, c'est toujours important. On pense à 1907, la Fédération de Saint-Jean-Baptiste, qui a beaucoup aidé, collaboré à la première vague du féminisme au Québec. Hein. À ce moment-là, avec des femmes comme Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean, qui ont en 1929 créé la Ligue des droits de la femme. Au fond, ce qu'on voulait, c'était l'éducation pour les jeunes filles. On voulait un statut juridique aussi pour les femmes mariées. On voulait des politiques sociales, puis surtout, on voulait le droit de vote. Le droit de vote, va falloir attendre au provincial 1940 pour l'obtenir. Et puis, ce droit de vote-là, au provincial, pour les Autochtones, va falloir attendre 1960. De là découlera une deuxième vague qu'on appellera de féminisme, dont les objectifs seront plus, le droit de vote étant acquis, plutôt une quête de l'égalité, une libération, puis une émancipation. Donc, partant de là, c'est là où je vais faire intervenir le Musée d'art contemporain. Hein. Le Musée d'art contemporain est créé en 1964. Il faut se souvenir qu'en 1964, au Québec, on vote une loi qui permet aux femmes qui sont mariées de ne plus être reconnues comme des mineurs devant la loi. Donc, ces artistes femmes dont tu parlais, Esther, oui. Celles qui ont pratiqué avant 64, absolument. Si elles étaient mariées, puis si elles avaient ce statut social, c'est-à-dire si elles n'étaient pas comme des Dorothea Rockburn, qui étaient montréalaises, souvenons-nous, hein, cette grande dame qui va avoir une exposition monographique à la Dia Beacon, c'est une montréalaise, c'est une Canadienne, mais parce que peut-être comme femme, à l'époque où elle a pratiqué, elle avait peut-être justement, même légalement, socialement, moins sa place. On lui a dit, va voir au Alberta, au Black Mountain College, va voir aux États-Unis. Elle a quitté le pays et donc a fait carrière ailleurs. Peut-être qu'il y a d'autres grandes femmes aussi qui n'ont pas, ne serait-ce que par ce statut légal, donc eu une même participation, ne serait-ce qu'au marché de l'art aussi. Si on est mineur devant la loi, comment peut-on même encaisser un chèque? C'est pas possible. Dans le cas de Marianne Scott, par exemple, le mari signait les contrats d'entente. Elle n'avait pas le droit. Ça a été d'ailleurs une querelle épouvantable. Pas une querelle, parce qu'elle était très white anglo-saxon protestante, donc polie et délicate, mais dans son journal, elle est outrée parce que Max Stern, qui était son galériste à l'époque, Marianne est passée dans les années 50 à l'abstraction. C'est une des rares femmes anglophones nées en 1906 à aller vers l'abstraction de manière systématique à partir des années 50. Et Stern trouvait ça moins vendeur que ses œuvres d'avant. Alors, il lui dit, pourquoi vous ne continuez pas comme vous faites avant? Il dit non. Bon, il dit, amenez-moi votre mari, on va en parler. Elle a quitté Stern. Elle a quitté Stern. Et donc, pour en venir à 64, il faudra attendre cette date pour que des changements profonds s'opèrent, soient incrustés dans nos structures sociales. Donc, à partir du moment des années 60 où, on est adulte, on peut être femme et donc avoir les paramètres légaux pour avoir une carrière, finalement. Là, on va penser à d'autres formes d'émancipation puis de libération, entre autres, comme femme, l'ouverture des garderies publiques. Hein, c'est nos mères, au fond, c'est la génération de nos mères qui ont créé cette structure, ce filet social, parce qu'au fond, ensuite, les femmes, ce dont elles ont eu besoin pour obtenir une carrière comme tu peux l'avoir aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont eu droit à au fond, à une réussite scolaire des filles, à un droit à un filet social aussi. On aurait eu peut-être des congés de maternité payés qui auront permis cette carrière. Et au fond, il aura fallu toutes sortes un ensemble d'étapes qui ont rendu plus réaliste le fait d'avoir une pratique active tout au cours d'une vie, en ayant une vie épanouie en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse. Et donc ça, c'est une question, c'est en ce qui concerne
des questions presque de l'égalité, la place de la femme dans la société. Mais je ne suis pas très loin de ce que Linda énonce, parce qu'au fond, quand elle parle de justement cette structure sociale, parce qu'on sait que le champ des arts, au fond, est généré à partir, grâce à ce que lui permet cette structure sociale-là, ça va de soi. Et là, je ne parle même pas des femmes qui sont autochtones, parce que là, il va falloir attendre 1985 avec la loi C-31 pour que les femmes autochtones elles-mêmes puissent avoir un statut, même si elles ont marié quelqu'un qui n'est pas de leur communauté. Et donc, au fond, on est en 2018 aujourd'hui. Qu'en est-il de la parité des genres? Comment elle s'est développée? C'est des questions qui sont fondamentales, mais en même temps qui s'inscrivent quand même dans une réflexion qui a eu lieu assez rapidement au Québec, même si on a été la dernière province canadienne à obtenir le droit de vote. Parce que quand, au fond, on regarde les grandes statistiques à l'international, en 2016, les Guerrilla Girls faisaient cette exposition à la Whitechapel, où ils posaient la question à un ensemble d'institutions en Europe. Qu'en est-il de vos collections, de votre programmation d'exposition, puis de la place des femmes que vous y accordez? Au fond, c'est pas étonnant que sur presque 400 institutions, 384 donc, qui ont reçu ce questionnaire, il y a enfin eu le quart des réponses. 75% des musées n'ont même pas osé répondre aux questions parce que c'est un peu gênant. C'est sûr que comme musée des beaux-arts, moi c'est un peu plus facile, je parle dans une perspective d'un musée d'art contemporain. Nos statistiques sont quand même pas si mal pour une collection qui a même pas 60 ans. Nous, on en est à une représentation des artistes femmes à 33%, ce qui est quand même très intéressant, non seulement au Québec, au Canada, mais bon, on a une perspective aussi où c'est à partir de 64 qu'on débute les acquisitions. Tandis que si on regarde les statistiques à l'international, on est entre 3 à 5%, selon le National Museum of Women in the Arts. Donc, une parité de 3 à 5% dans les collections, c'est presque risible, c'est minime. Mais il y a aussi toute la question des collections historiques. C'est ça. Parce que c'est des artistes... Et donc là, c'est là où c'est dangereux de faire un révisionnisme, mais de relire, au fond, les collections des musées des beaux-arts qui ne peuvent pas être, en termes de statistiques. C'est là où peut-être le danger guette les Guerrilla Girls. Il faut y aller par période. Donc, aujourd'hui, en 2018, quelles sont les attitudes de travail, les processus au sein de nos institutions qu'on doit mettre de l'avant pour s'assurer de cette parité. C'est au cœur, je pense, des questions qu'on doit se poser. Et moi, j'ai fait un bilan de santé parce que non, je ne suis pas John Zappatelli, mais j'ai quand même eu une discussion avec lui avant de venir vous rencontrer. Je l'ai regardé au Musée d'art contemporain quel travail on a fait. Alors, j'ai regardé depuis 2013 en termes de programmation, d'abord, puis aussi en termes de collection, quel est notre bilan de santé? Sans que jamais, jusqu'en décembre dernier, parce que moi, je tiens à préciser qu'en décembre 2017, le Musée d'art contemporain a fait une révision de ses politiques d'acquisition et nous avons, pour la première fois, je ne sais pas dans la province ou au pays, mais en tout cas, nous avons inscrit la parité des genres comme un de nos critères de développement de collection, parce que nous avons le devoir de refléter l'état des pratiques, d'être un miroir de ce qui se fait dans les ateliers, de regarder sur la scène qu'est-ce qui se passe, et il y a parité. Alors, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Mais moi, je pense que ça demande une main d'applaudissement, personnellement. C'est très, très important. C'est un premier pas vers quelque chose parce que j'aimerais qu'on aborde aussi, qu'on réfléchisse en fait ensemble à ces questions-là. La réalité étant ce qu'elle est, comment on peut aller vers l'avant, comment on peut s'améliorer. Et puis vraiment, est-ce que ce premier pas-là dans la révision de la politique d'acquisition du Musée d'art contemporain est un pas dans la bonne direction? Je crois que c'est un premier pas qui est fondamental parce qu'au fond, c'est de se poser, puis il y a plusieurs grands directeurs de musées à l'international donc qui mettent de l'avant, je dirais, autant les statistiques en 2012, là, à savoir 90% des reproductions dans les livres d'art sont des œuvres réalisées par des hommes. 3 à 5% sont dans les collections, 3 à 5% de femmes sont représentées dans les collections. Selon le The Art Newspaper, dans les
30 grandes expositions les plus visitées dans les capitales culturelles, on compte seulement 3 solos d'artistes femmes. Donc, il y a des statistiques quand même qui sont tristes, puis qui concernent des choix que des gens font aujourd'hui en regard de la parité des genres. Puis en même temps, je ne crois pas, parce qu'il y a plusieurs directeurs qui vont dire « Ah, mais c'est difficile de mettre sur nos murs 50% d'artistes femmes alors qu'elles représentent justement 5% de notre collection. » En même temps, ce n'est pas vrai que de se mettre... ce n'est pas vrai que de mettre de l'avant une parité ou une production, qu'elle soit dite, puis surtout de la présenter comme éminemment féminine. Elle veut dire, moi, au fond, c'est que présenter hommes et femmes doit juste être un réflexe naturel intégré dans nos manières de travailler. Ça ne doit pas être une case à cocher. Comme oui, mais je pense que pour que ça le soit un jour, on n'a pas le choix de passer par la parité, même si c'est la mesure la moins sexy du monde, puis même si c'est une mesure auquel intrinsèquement, je suis horripilée par cette idée-là, mais c'est nécessaire parce que on est trop paresseux. on a des réflexes en nous, hommes et femmes. L'art contemporain, c'est construit, c'est été défini par des hommes et veut pas, on présente de l'art contemporain qui ressemble à de l'art contemporain. Donc, si on se fait pas un peu violence avec une mesure extérieure à un moment donné, ça se produira pas par magie. Ou si ça se produit par magie, ce sera peut-être dans 300 ans. Bon, là, on veut-tu attendre ça? 250 environ, selon les probabilités. Là, si on continue dans la ligne où on s'en va maintenant, de façon naturelle, on va arriver à la parité dans à peu près 250 ans. Oui, mais évidemment, tout dépend de la nature des collections d'un musée. Si tu es un musée universaliste et que tu n'as pas la chance d'avoir un Artemisia Gentileschi, un Constance du Val-d'Ogne, un Vigée Lebrun, et là, disons, ça nous amène à 1840 quelques, bien, t'es faite. T'en as pas de femmes. Tandis que vous, c'est plus facile, par exemple, d'adopter un principe de parité puisque vous êtes un musée d'art contemporain. Ce qui ramène, dans le fond, à ce qui était la grande question de ton panel. Y a-t-il encore un plafond de verre dans l'art contemporain pour les femmes artistes? Ce que tu nous as dit m'inciterait à dire « oh oui ». Oui, parce qu'au fond, tu l'énonces dans des termes similaires à Linda qui l'écrivait en 70. Donc, visiblement. Je pense, puis c'est pas juste en art, c'est dans tous les milieux. Je pense que la question de la crédibilité est encore masculine. Oui. La crédibilité est une qualité qu'on appose plus facilement aux hommes qu'aux femmes, et parfois de très jeunes hommes. Alors que si on est une femme, il faudra attendre très longtemps, faire ses preuves, tomber dans l'âge de la maturité pour qu'on puisse enfin jouir de cette crédibilité-là. La voix de l'autorité, quand on y pense spontanément, c'est une voix qui est masculine. L'autorité, c'est une voix d'homme, ce n'est pas une voix de femme. Oui. Il y a toutes ces questions-là qui se reflètent aussi, je veux juste faire une parenthèse sur la question du marché de l'art, parce que c'est super intéressant quand on regarde ces statistiques-là, de voir les prix que peuvent atteindre si on regarde dans l'international, les prix que vont atteindre les œuvres des artistes hommes par rapport aux œuvres des artistes femmes. En 2012, il n'y avait pas encore de femmes qui avaient franchi le cap des ventes dans les maisons d'enchères à plus d'1 million. Il y a les œuvres de juste Andy Warhol. Les ventes d'Andy Warhol couvrent toutes les ventes de toutes les artistes femmes au monde, partout. Un artiste, toutes les femmes. Moi, ça me jette à terre. Donc, au-delà... OK, bon, je vais revenir de mon étonnement. On passe notre temps à être jeté à terre. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan des maisons d'enchères? On a vu quand même Julie Myrtou, qui était quand même dans la vie. Mais c'est ça, c'est qu'à vrai dire, il ne faut pas voir... il serait dangereux d'isoler. Ouais. C'est pour ça ma remise en perspective des dates puis cette chronologie, parce qu'il serait dangereux d'isoler la scène artistique, ces communautés. Il serait dangereux de les isoler du reste des autres domaines. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vision qui doit être assez holistique. Mais je crois que de moins en moins, en tout cas, en termes de décision,
bien qu'il y ait des exceptions, tu sais, je regardais, je posais cette question à John. John, quand tu utilises la programmation, il dit, pour lui, et vraiment, je peux me permettre de le citer, pour lui, il n'y avait pas de ce réflexe à dire, bien, je dois avoir une femme artiste, un homme artiste, c'est-à-dire que le champ des possibles, le champ des projets puissants à présenter est si grand qu'au fond, c'est quand on fait la tresse de la programmation, quand on exécute les choix, parce que c'est une question de aussi... j'aime bien l'image de la tresse, hein, quand je fais la tresse de ma fille, un brin d'un côté, un brin de l'autre. Alors, dans ces choix, puis dans cette manière de tisser une programmation, ou encore des choix d'acquisition, au fond, c'est de s'assurer qu'on représente le plus large nuancier possible des voix, qu'elles soient en termes de diversité qu'en termes de genre. Au fond, c'est cet équilibre qu'il faut réaliser. Et je pense que pour de plus en plus de personnes, cet équilibre-là, il se fait naturellement, c'est-à-dire sans s'imposer des quotas, mais parce qu'il y a des pratiques puissantes, fortes et pertinentes à présenter au grand public qui ont cours, et donc il faut les appuyer. Mais vous l'avez quand même inscrit dans la politique d'acquisition, donc ça a besoin d'être nommé. Oui. Il faut l'incruster. Il ne faut pas que ce soit que de la bonne volonté. Il faut quand même qu'on se protège de nous-mêmes. C'est ce qui est très sage, en fait. Parce que c'est Linda Nochlin, entre autres, qui disait, qui citait, je me souviens plus qui, mais ce qui a lieu maintenant, ce qu'on considère comme ayant lieu maintenant, on le considère comme étant naturel. Donc, on va continuer de répéter ça. C'est vraiment, ça revient à ce que tu disais sur la question de changer la structure. Comment on la change, puis comment on la change de façon pérenne. Comment on peut continuer dans cette voie-là, puis pas attendre 250 ans avant d'atteindre une parité pour que, justement, le travail des hommes et le travail des femmes, on parle du milieu des arts visuels, mais c'est la même chose partout, en fait, soit considéré de façon relativement égale. Parce que tu parles de la pluralité des projets qui sont là. Puis effectivement, il y a des projets d'artistes hommes, d'artistes femmes exceptionnels, mais souvent, on doit, ça revient à ce que tu disais un peu tantôt, Olivier, on doit chercher plus le travail de recherche, ça demande un effort de curiosité puis un effort intellectuel pour pousser un peu le travail des femmes qui est peut-être un peu plus grand, parce que spontanément, on va reconnaître les artistes hommes, puis c'est encore là, ça se reflète dans tous les milieux, vont être beaucoup reconnus à leur potentiel. On va célébrer le potentiel d'un artiste homme, alors que pour une artiste femme, on va souvent la célébrer une fois qu'elle aura fait ses preuves, ce qui revient à ce que tu disais. Et c'est un biais que nous avons tous, autant hommes que femmes. Je veux dire, c'est pas... Est-ce que tu dirais, parce que bon, ça va un peu aussi ce que tu soulignais tout à l'heure, tu sais, le jeune. Est-ce que tu dirais, bon, vous qui avez l'expérience de travailler avec, par exemple, des jeunes artistes femmes, etc., parce qu'il y a les institutions, l'héritage, le poids des institutions, mais il y a aussi les mentalités. Est-ce que vous diriez que les artistes femmes vont moins travailler pour s'imposer, pour se faire valoir, parce que crever le plafond de verre, il faut avoir des couilles pour être justement très trivialement dans les préjugés. Et est-ce que les femmes l'ont? Je remarque à l'université, bon, c'est pas exactement la même chose, moi je suis en histoire de l'art, mais néanmoins, il y a quelque chose, je pensais que c'était juste les filles de ma génération qui avaient ça, mais je me rends compte, le complexe d'imposture. « Oh non, je ne suis pas si bonne que ça. » Ils vont bien s'apercevoir un jour que je ne suis pas si bonne que ça. T'sais? Et ça, je le constate encore chez de mes jeunes étudiantes qui pourtant sont brillantissimes, alors que, je veux dire, je le note moins souvent, en tout cas, chez mes étudiants. Mais si on se dit que comme société, on appose plus facilement le qualificatif de crédibilité et d'autorité au masculin, veut pas, dans notre éducation, ce sera peut-être moins le cas dans l'éducation de nos filles, espérons-le, ces associations qu'on fait nous-mêmes, c'est les associations que les femmes en poste de pouvoir font elles-mêmes aussi. C'est pas ici la question n'est pas d'être les victimes du patriarcat du tout. Ce sont des biais qu'on a tous, hommes et femmes. Je sais pas.
pour répondre à la question, est-ce qu'on est moins gourmande ou combative, je peux juste parler de mon expérience à moi, puis je veux pas que ça devienne anecdotique, puisqu'il y a une plénitude de manière d'être femme artiste, mais c'est sûr que quand j'ai décidé d'avoir une famille, puis pour moi, c'est important d'avoir une famille pour ma qualité de vie, mais aussi comme artiste, parce que si j'ai pas les deux pieds dans la vie, je peux pas créer. Mais je savais qu'en faisant ça, j'allais pas faire une résidence internationale à tous les ans. Je peux pas tout avoir. Puis ça me convient tout à fait parce que, en fait, d'aller travailler à l'étranger, j'ai toujours trouvé ça totalement absurde. Je l'ai essayé et j'ai jamais réussi à bien m'inscrire là-dedans parce que je travaille dans ma société, depuis ma société, depuis ma vie, depuis mon expérience d'humain, de femme, d'artiste et de mère, peu importe là, le nombre de chapeaux que je peux poser. Donc, est-ce que je suis moins combative ou c'est une série de choix que je fais qui entraîne des conséquences sur le point de ma carrière, du point de vue de ma carrière, parce que ce qui est valorisé, c'est d'être reconnu à l'étranger, c'est de voyager énormément, c'est d'être toujours dans l'atelier, c'est d'avoir une haute productivité. La productivité, c'est très important. Et pour un artiste, la décroissance, parce que c'est très capitaliste, le milieu de l'art, la décroissance est très mal vue. Or, quand on a des enfants, il y a des croissances. Et quant à moi, c'est pour le mieux. Je peux pas produire 6 œuvres par année pendant 35 ans puis que la qualité du travail soit encore là. Il faut que je vive. Si je veux avoir quelque chose à dire, j'ai besoin de vivre. Oui. Et puis ça, c'est un choix que j'ai fait. Puis je l'ai fait très consciemment, en sachant qu'il y aurait des répercussions. Je crois pas que ça fait moi quelqu'un de plus combatif, mais je reste intègre dans cette manière-là de le faire. Maintenant, il y a d'autres modèles que moi. Comme je vous dis, je trouve ça un peu délicat d'être la seule artiste ici parce que j'ai pas envie que ça devienne anecdotique. Mais voilà. Cela dit, tu es très fermement dans tes convictions. Donc, tu n'es pas dans un complexe d'imposture. Non. Non. Non, mais quand j'ai commencé l'université, j'avais peur qu'ils me mettent dehors. OK. Il n'y a jamais personne qui a été mis dehors à l'université, à moins. Bon. Tant que tu payes, tu es correct. Oui. Puis tu peux même traîner un peu sans payer. Même traîner tes factures. Mais ça fait depuis les années 80 qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les écoles d'art. Puis même, il y a plus de femmes. D'art, mais sur les bancs d'école, moi j'appartiens à cette génération qui, sur les bancs d'école en histoire de l'art, était hautement majoritaire. Qu'il l'est toujours d'ailleurs. Qu'il l'est toujours d'ailleurs. Et il y a quand même une observation intéressante à savoir que peut-être quelques hommes faisaient partie de nos classes et dans plusieurs des cas, plusieurs des hommes, une majorité des hommes auront poursuivi et auront capitalisé et en auront fait une carrière. Et donc, c'est de voir aussi comment le pourcentage quand même entre ces hommes qui ont poursuivi et les femmes qui ont poursuivi, lui, par exemple, il ne demeure pas, il ne sera pas le même nécessairement. C'est certain. Ouais. Ça se reflète beaucoup quand on regarde les carrières d'artistes puis le rapport au marché de l'art aussi. C'est vraiment cette ligne-là, elle est très très claire. Plus on avance, plus les artistes sont reconnus, moins il y a de femmes. On écume, et là, il y a plusieurs plafonds de verre, en fait, quand on y réfléchit. Sortir de l'école, être représenté en galerie, avoir un marché, entrer dans des grandes collections, des collections d'entreprises, des collections muséales, avoir des grosses expos institutionnelles qui vont finalement valider une carrière. Tout ça, c'est des étapes où la validation du milieu est importante et où le rapport entre un artiste homme et un artiste femme va être très, très différent. Question de conclure, puis je pense qu'on va pouvoir ouvrir aux questions ensuite, mais c'est un peu justement d'ouvrir vers les pistes de solutions. Comment même, je pense pas qu'on puisse changer le monde, on peut peut-être en fait. Pourquoi pas? Comment on peut le changer à notre mesure? T'sais, comment on peut, qu'est-ce que concrètement, avec le regard que tu as, par exemple, Esther, sur justement, à quel point cela change peu. Je pense que tu as, Marie-Ève, avec la collection du musée, d'inscrire cette question-là de la parité dans les acquisitions futures, parce que, oui, effectivement, l'art contemporain, c'est l'art de maintenant, puis c'est la question qui nous occupe. En tout cas, bref, j'ouvre à
à peut-être réfléchir à des pistes de solutions qu'on on constate, puis où va-t-on? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, selon vous? Écoute, la spécialiste du vieillard va dire, c'est pas vrai qu'à quel point cela change peu. Parce que les femmes auxquelles je me suis intéressée, c'est des femmes qui ont été combatives, nonobstant tous les obstacles qui étaient quand même là. Elles étaient ni majeures, ni etc. Et j'ose même pas vous rappeler que les familles, quand tu disais « je veux devenir artiste professionnelle », que tu étais une femme, c'était tout sauf évident. Bon, donc, il y a eu des... Ce que ça démontre, les statistiques que je vous ai sorties, c'est que c'est pas vrai que ça commence en 1960 ou en 1970. Il y a eu, au 20e siècle, bon, pas au 17e, c'est certain, mais au 20e siècle, au Québec, il y a eu des femmes artistes qui ont fait leur marque comme professionnelles, contrairement à ce qu'on a cru, qui ont pu exposer, qui ont été achetées par des musées, etc. Mais elles avaient un plafond de verre qui était celui de rester mineure. Elles avaient un plafond de verre qu'elles n'étaient jamais à l'avant-scène, porte-parole d'associations ou de groupes. Bon. Je me souviens aussi que tu as mentionné que souvent, ces artistes-là, une fois qu'elles devenaient mères, qu'elles se mariaient, étaient beaucoup moins actives. Pas celles auxquelles je me suis intéressée. Celles qui... Alors, la question, c'est celle qui, par exemple, tu prends les listes d'exposition de l'Art Association, disons, en 1924. Tu trouves, les listes d'exposition des artistes du Beaver Hall, tu trouves, par exemple, une Jeanne de Crèvecoeur, une X, une Y. Tu sais, puis là, les critiques parlent d'elle, tout ça, ça dure 3-4 ans, et à un moment donné, schlac, on n'en parle plus. Elles se sont mariées, elles ont eu des enfants. Tu as aussi des cas comme Regina Sidon, qui était une artiste formidable dans le groupe de Beaver Hall, et qui, à partir du moment où elle a marié Eric Goldberg et qu'ils sont revenus au Canada et que Goldberg a fait carrière à Montréal, a arrêté d'exposer publiquement tout le long de la vie de son mari pour ne pas faire ombrage. Soit dit entre nous, elle était pas mal meilleure peintre que lui, mais ça, c'est une autre histoire. Et elle a recommencé à exposer quand il est mort. Mais à 80 ans. T'sais. Donc, il y avait des cas comme ça. Et plein de femmes douées qui étaient à l'École des beaux-arts, qui exposaient à l'Art Association, etc., dont tu perds la trace. Tu te dis, elles se sont mariées. Bon, donc, il y a eu des changements. Il ne faut pas nier ça. Là. C'est pas... je pense que c'est... Écoute, on a tous été à l'université. On était tous souvent majoritaires. Je veux dire, ça n'a pas été un problème. Celles qui ont vraiment galéré, ça a été nos mères et nos grands-mères. Bon, puis moi, je suis plus vieille que vous. J'étais la première génération des heureuses, là, tu sais, qui peuvent aller à l'université sans aucun problème. Bon, donc, c'est pas vrai. Il ne faut pas être pessimiste non plus. Il y a quand même des choses qui changent. Puis, il faut éviter aussi, je pense, le dogmatisme. Tu sais, quand tu dis, il faut passer par la parité parce que c'est une étape, mais il faut arriver aussi à reconnaître l'aspect universel, aller au-delà juste des genres, des catégories. Tu sais, moi, je ne voudrais surtout pas être pessimiste par rapport à ça. Bon, on n'est pas pessimiste, on est impatiente. Ça, je comprends, par exemple. Écoute, ça, je vais te dire, on était jeune, on était bien impatients pour bien des choses qui ne se sont pas réalisées, hélas. Oui. Mais on peut continuer d'espérer. Je pense qu'il faut travailler. Je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. Jamais, jamais. Oui, à vrai dire, ajouter? Je trouve que je vais me concentrer sur la situation du Québec. Je veux dire, dans les dernières années, on a connu, le grand public a eu la chance de voir des projets de haute qualité en termes de regard porté sur les collections historiques, le projet des femmes artistes à Québec. Le Beaver Hall. Le magnifique projet de Jacques Desrochers au Musée des beaux-arts de Montréal avec Beaver Hall. Puis je me souviens, à ce moment, on avait présenté l'expo en art contemporain, Elle aujourd'hui, en dialogue. C'était formidable. Ce travail de recherche chez les historiens de l'art à revaloriser, relire, écrire des nouvelles histoires sur l'art, hein, parce que l'histoire de l'art, il n'y en a pas qu'une seule, ce sont des histoires sur l'art. Alors, on doit continuer à écrire de nouvelles histoires sur l'art qui vont mettre en valeur l'apport, la pertinence des femmes qui nous ont précédées, hein, parce que nous, on est nés, au fond, moi, je suis née quelques jours avant le décès de Thérèse Casgrain. Et donc, nous, notre nouvelle génération, comment on doit se positionner. Le portrait n'est pas si noir au Québec, je trouve. Tu sais, je regardais là, chez nous, depuis 2013, mettons au Musée d'art contemporain, sur 33 expos solo, ben, on en a eu 17 de femmes et 18 d'hommes.
Sur les 2 biennales de Montréal, la triennale, 76 hommes, 67 femmes. Oh, c'est bon. Pas si mal. Dans l'expo, mettons, à la recherche d'Expo 67 là, de Leslie Johnston, ma collègue, 11 femmes, 12 hommes. Moi, dans les 50 dernières acquisitions, j'ai 26 femmes, 24 hommes. Fait que, tu sais, le portrait est pas, en tout cas chez nous, je veux dire, puis c'est pas des choix qui se font, puis je le répète, c'est pas des choix qui se font par quota. C'est des choix qui se font naturellement de par notre regard. Parce que être des professionnels dans notre milieu, c'est de dire non pas je réponds à ma propre sensibilité de femme qui regarde le travail d'artiste femme. C'est pas ça. Non. C'est de dire nous devons faire le travail de regarder un large nuancier et de le refléter à travers nos programmations d'expo puis de collection. Alors, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire en termes de diversité, ça on s'entend, mais je pense pas qu'on soit sur une mauvaise voie, au contraire. Je suis assez positive. Ben, je pense qu'il faut l'être. Le progrès existe. Le progrès existe. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec les galeristes de l'association. Là. Oui, c'est ça. ça. Alors, c'est votre ma chère Émilie de... Ben, je regardais aussi juste la proportion de galeristes femmes par rapport... Et c'est le quart. Il y a une dizaine de galeries sur 40 qui sont dirigées par des femmes ou à propriété féminine. Et encore là, c'est relativement peu, on s'entend, là. Mais il y a... Je pense effectivement qu'il y a énormément de progrès qu'on fait et qu'on continue à faire. Il y a aussi à garder en tête le fait que ce n'est jamais acquis. De là, l'idée d'inscrire dans les politiques et d'y réfléchir, de nommer les choses. Déjà, de nommer ces incongruités-là, cette disparité-là, de nommer le fait que notre regard sur le travail d'une artiste femme et le travail d'un artiste homme n'est pas le même. Le regard sur un galeriste homme et une galeriste femme n'est pas le même. Sur le potentiel d'un homme et sur le potentiel d'une femme. De revenus, de vente. Il y a en général une disparité d'à peu près 20 000 $ entre une femme et un homme dans le milieu culturel annuel. C'est énorme. Il y a encore tellement de chemin à faire, mais je pense que justement, d'en parler, de nommer, de réfléchir à ces biais inconscients-là, c'est déjà un pas vraiment, vraiment important dans la bonne direction, je crois. Puis d'oser en parler, ça revient de se questionner, d'oser se remettre soi-même en question en disant « OK, oui, non, moi aussi, je réagis comme ça dans certaines situations. » C'est une façon d'aller vers l'avant, finalement. Puis je dirais même plus de pas seulement d'avoir cette réflexion d'un point de vue binaire, c'est-à-dire homme-femme, mais de l'incruster dans une réflexion plus holistique sur la diversité à plus grande échelle. Oui, tout à fait, oui. Absolument. Est-ce que vous êtes prête à prendre des questions? Oui. Est-ce que vous avez des questions? On est là, on jase, nous, là, mais tu sais... Oui, je pense qu'il y a une question, en tout cas, une tentative un désir de... Merci d'abord, c'est très intéressant de vous entendre. Et en fait, moi, j'ai resté un peu impressionnée par cette première remarque d'Olivia sur la maternité, parce que s'il y a une chose qui ne changera pas, ou encore oui, peut-être, mais disons, organiquement, pour le moment, il y a encore beaucoup de femmes qui portent des enfants. Et ça arrive effectivement exactement à l'âge où on s'attend à une productivité, où on est en pleine possession de nos moyens. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire une création aussi complexe qu'un enfant. Mais je me disais, en fait, est-ce qu'effectivement, et moi je viens du cinéma où il y a exactement les mêmes problématiques et où c'est extrêmement visible, effectivement, de voir que beaucoup de filles étudient en cinéma, beaucoup sortent avec des diplômes, ensuite font un premier film et puis ensuite font un bébé. Et là, c'est extrêmement difficile pour la plupart de passer au deuxième, troisième film. Là où beaucoup d'hommes peuvent cumuler 3-4 longs métrages d'un coup, asseoir vraiment leur style, leur démarche, leur voix. Et c'est certain que, et je me disais, dans le cas d'une
galeriste qui prend différents artistes. Est-ce que, la question est un peu pour toi, Émilie, tu travailles avec des femmes artistes, avec des femmes de différents âges, mais avec certaines qui ont des jeunes familles, etc. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu réfléchis, toi, en te disant, OK, elle ne pourra pas produire là, des expos à chaque année nécessairement, ou etc. Est-ce que c'est un rapport à la productivité qui pourrait oui, c'est ça, te faire réfléchir? Est-ce que ça pourrait influencer un choix, par exemple, se dire, bon, ben là, j'ai un jeune artiste, lui, il est vraiment là, il va foncer, il va produire beaucoup. Je lance la question, là. Je pense que je connais la réponse, mais... Je pense que tu la connais aussi, mais c'est une question qui est super pertinente puis qui se reflète pas uniquement dans mon rapport aux artistes femmes, c'est juste mon rapport aux artistes en général. Puis quand tu parlais de la question de la productivité tout à l'heure, Olivia, et du jeunisme aussi, tu sais, à quel point on va vraiment focusser sur les jeunes artistes, la production nouvelle, tout le temps produire des trucs nouveaux, ça n'a pas de sens. Puis dans mon approche à moi, et ça, c'est sûr que c'est très personnel, puis c'est propre à ma façon de travailler, jamais je vais demander à un artiste de produire, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit parce qu'elle est enceinte, ou peu importe, jamais, à aucun moment, je vais demander à un artiste de produire plus d'une chose. Ah oui, ça se vend mieux. Non, c'est sûr que non. Mon rôle, c'est un rôle d'accompagnement, c'est un engagement à long terme avec un artiste et ça s'articule dans les périodes très fastes ou très productives comme dans les périodes plus creuses. C'est pas... non, oui. Non, mais je suis contente. Mais aussi, je me dis qu'effectivement, il y a toute une part de notre regard du travail de l'art qui, par exemple, on est tous très, très heureux quand on voit Louise Bourgeois avoir continué et avoir même connu la gloire à 80 ans, etc. Mais je trouve qu'effectivement, tout le milieu s'intéresse à des très, très jeunes artistes, souvent, qui en grande partie ne continueront probablement pas des pratiques. Donc, je trouve ça tellement curieux. Je me dis, une artiste qui a 45 ans, qui a, par exemple, 2 enfants, ce qu'elle va faire après cette expérience, par exemple, de la maternité, comment elle revient ou comment elle poursuit ou comment ça s'est tissé en dessous, c'est fascinant dans une production qui s'étalera peut-être sur 50, 60 ans. Et ça, effectivement, on a comme le sentiment que c'est difficile. C'est difficile cette période-là, mais bon, je pense que ça, c'est peut-être difficile pour beaucoup aussi, même pour les hommes. Je pense que on a tendance à revenir toujours à la relève, mais c'est ça. J'aimerais revenir à ta réponse, puis évidemment, en tant qu'individu, tu travailles pas avec ces choses-là, mais c'est très pernicieux, les attentes qu'a le milieu sur la productivité. Puis je le redis, le milieu de l'art est capitaliste. La décroissance n'est pas la bienvenue. Et puis c'est des remarques que je me fais moi-même, étant sensibilisée. Eh boy, là, tu sais, je dois faire un peu has-been, là. J'ai pas fait d'expo depuis 2 ans. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui me passent par la tête moi-même, étant sensibilisée. La presse, c'est très, très pernicieux. Alors même si consciemment, on est capable de dire, bien sûr que non, il y a quand même quelque chose dans le milieu, dans la manière dont le travail est mis à l'avant dans les médias, dans les ventes. Moi, j'ai un collectionneur qui m'a dit, après avoir eu un enfant, là, tu vas pas t'arrêter, là. Hein? Tu sais, c'est quand même... le risque est là, le risque est là. Fait que tout ça, puis c'est ça, toute cette conversation-là, j'aurais aimé ça que ce soit nos inconscients qui l'aient, parce que c'est là que ça se joue. Absolument. Puis juste ce rapport-là à produire toujours plus, toujours et plus gros. Oui, toujours plus gros, toujours plus intéressant, toujours plus grandiose, avec plus. On veut être. On parlait d'être jeté à terre. Là, on veut être constamment époustouflé, ébahi, jeté à terre, alors que la création, ça s'inscrit dans le temps. Puis j'aimerais le souligner, d'ailleurs, la question des cycles est importante. Puis quand je parle du fait que, bon, j'ai eu des enfants, donc évidemment, la production a ralenti, je suis même pas sûre de ça. Je pense que la production a ralenti parce que j'en étais là dans ma pratique.
Je pense qu'à un moment donné, il y a des bursts, puis là, la production s'accélère, puis après, on ralentit. Il y a des temps de jachère, de réflexion. J'ai pas envie de de me répéter pendant comme 40 ans. Donc, veux pas, faut que j'aille me ressourcer. Ça prend du temps, et ce temps-là devrait être valorisé. C'est important de briller. Ma mère me disait, c'est important de briller, mais c'est encore plus important de durer. Et donc, comment trouver les manières pour y parvenir en incluant la jachère, qui est hyper important et en agriculture et en culture. Est-ce que, oui, il y a... Merci, mesdames. C'est très instructif, mais en même temps, c'est comme si j'entends une partie de l'art contemporain qui sont les musées et les galeries et les collections privées. Il y a parallèlement à ça, mais pas reconnu par ce milieu, en tout cas longtemps boudé, tout ce qui s'appelle l'art public. Et ce qui m'étonne, c'est que de vous entendre dire que 30% ou 33%, bien, dans le milieu de l'art public, le ministère des Affaires culturelles a publié une enquête en 2011 qui dit que les budgets au-delà de 500 000, il y a seulement 30% des femmes qui ont droit à ce type de projet-là, parce que, évidemment, on les considère que des femmes, donc elles n'ont pas la capacité de faire des grands projets. 2011, on parle d'une époque où 500 000, c'était des gros projets. C'est sûr qu'actuellement, on parle de millions, et plus ça va, plus ce sont les millions qui s'accumulent. Mais je suis étonnée de voir que ce plafond de 30% semble toujours se perpétuer, peu importe les milieux, et pourtant ce sont des milieux aussi professionnels qui ont développé des grandes expertises, et il y a beaucoup de femmes très compétentes, mais il semble que... Puis quand on parle de parité, parce que si on siège sur des jurys dans les cadres de ces politiques-là, bien là, on se fait dire que, ben non, mais là, on va faire, OK, du genre, homosexuel, lesbienne, etc. Je veux dire, on se sent... Faut aborder ça, c'est passer par-dessus sa culpabilité. C'est-à-dire, non, j'ai le droit en tant que femme de dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes. Mais c'est très mal vu. C'est comme une certaine forme de racisme, presque. Dans le domaine de l'art public, peut-être vous parlez plus précisément des concours 1%? Bien, entre oui, autres. Parce qu'eux, ils ont fait une enquête précise. Là. Oui, absolument. Puis c'est une statistique, quand elle est sortie, là, qui s'est avérée très, très importante à considérer. Mais en même temps, il faut rappeler que dans les concours de 1%, il s'agit d'artistes qui appliquent pour faire partie de la banque. Non, mais là, moi, et là où je vais en venir, si vous permettez, c'est que c'est les artistes eux-mêmes qui s'inscrivent à une banque et leur portfolio est disponible. Et donc, ensuite, ceux qu'on nomme là, les professionnels des arts pour chacun des projets publics, ils vont visionner la banque et ensuite, ils vont faire des sélections de finalistes à partir de la banque. Oui, là mais où moi, je ne veux pas parler du processus. Tout le monde le connaît, le processus non, qui est impliqué là-dedans. Non, mais là, juste pour compléter mon idée, c'est que récemment, j'ai eu, dans un contexte, à faire le visionnement de cette banque et j'ai été attristée par le fait que c'est un tout petit pourcentage de femmes qui participent à cette banque. Alors peut-être qu'effectivement, peut-être au ministère, on aura un travail de recrutement pour solliciter des candidatures, pour s'assurer que la banque, à la base, elle soit mieux représentative de l'ensemble des pratiques, parce que c'est les artistes qui décident dans le cadre de l'art public, s'ils participent ou pas à cette banque. Fait que ça aussi, c'est à considérer à la source. Ce qui revient aussi un peu à ce qu'on disait plus tôt, la façon dont les femmes, je pense que c'est toi, Esther, qui mentionnait ça, la façon dont les femmes ont le sentiment d'imposteur, ont plus de difficultés à se vendre. C'est très, très révélateur, c'est cette question-là que les femmes n'osent pas aller déposer leur dossier, n'osent pas faire des propositions à des institutions où vraiment, c'est pas le même rapport. Donc, ça fait aussi partie des choses qu'on doit changer comme femme, comme artiste, comme galeriste, d'être plus audacieux peut-être et d'oser aller vers ces plateformes-là qui ne viendront pas nécessairement, on ne viendra pas nous chercher. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'on va venir nous chercher, nous prendre par la main, nous révéler. Tu sais, ça ne marchera pas, là. Fait qu'il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Toutes seules. Ensemble. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? J'aurais une petite question.
Vous avez parlé de beaucoup d'aspects. Les collectionneurs, ceux qui achètent les œuvres d'art, puis qui valident la carrière de quelqu'un, on parle de collectionneurs. Est-ce que le même 30% s'applique? Est-ce que les femmes collectionnent? Puis si les femmes collectionnent, font-elles un choix qui applique le même biais dont vous parliez? Ou si elles modifient un peu le portrait? Puis sinon, comment faire pour toucher ces femmes-là? Il y a un mémoire de maîtrise, là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui cherche comme un angle, là. Mais je pense qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Ça sera un beau sujet de recherche. En fait, ce qui est super intéressant en termes de collectionnement puis de collection, hier, ici, sur cette scène, il y avait une table ronde sur les collections d'entreprises. Il y avait les 3 conservatrices des 3 grandes collections au Québec. Il y avait Joanne Kane qui représentait la Banque nationale, Marie-Justine Snyder de la Caisse de dépôt-placement et Anne-Claude Bacon qui était là pour représenter Hydro. C'est des grosses collections. C'est des collections d'État pour Hydro et la Caisse de dépôt. C'est des budgets d'acquisition qui sont très importants, surtout considérant les budgets d'acquisition de nos institutions qui fondent comme neige au soleil, là. Fait qu'on a besoin de ces gens-là. Et ce sont 3 femmes, mais dans leur collection, la question leur a été posée et c'est essentiellement les mêmes pourcentages. Donc, est-ce que le fait que ce soit des femmes qui collectionnent, qui conseillent les acquisitions de ces grandes entreprises-là change quelque chose? Je ne serais pas prête à le dire. Il y a aussi que les comités d'acquisition qui prennent les décisions. Ces femmes-là conseillent, proposent, et après ça, il y a un comité qui vient décider de qu'est-ce qu'on acquiert pas. Et ces comités-là sont souvent constitués des présidents ou en tout cas de la haute direction des entreprises, et c'est essentiellement masculin. C'est d'un point de vue de collection d'entreprises. Puis après ça, je peux parler de collectionneurs privés, où là, c'est très masculin. Là. On s'entend que mon client type, c'est un homme de fin quarantaine, début cinquantaine, profession libérale. C'est ça. Les femmes, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Les femmes vont collectionner de façon très, très différente, avec un regard qui est souvent plus engagé et plus conscient peut-être de ces questions-là. Ça dépend des gens, c'est comme n'importe quoi. Mais à moins d'avoir un choix, une ligne directrice claire, spontanément, en tout cas les statistiques montrent qu'on reste dans les mêmes eaux. Mais c'est aussi qu'il faut montrer plus d'artistes femmes. Ça revient à cette question-là d'accessibilité. Il faut montrer le travail des femmes, il faut montrer le travail des hommes, il faut les montrer de même façon. Je veux dire, j'ai pas de politique très claire notée nulle part en ce qui concerne ma propre galerie, mais c'est un exercice que je fais de façon très consciente, de montrer le travail d'artistes femmes, le montrer en parallèle avec le travail d'artistes masculins. Puis ça fait absolument aucune différence. Quand on montait notre kiosque ici à papier, j'ai réalisé qu'à l'intérieur du kiosque, c'était 3 artistes femmes. Puis c'était même pas une question. J'y avais pas pensé. Puis là, j'ai fait « Hey, wow! » J'étais bien fière. Ça fonctionne, mais il y a aussi je pense que c'est des questions dont on doit être très, très conscient, mais est-ce que les femmes le prennent plus, prennent un engagement qui soit plus fort? Quand je regardais les statistiques des galeries membres de la GAC, le fait que des quatre galeries qui ont la parité, 3 sont dirigées par des femmes, spontanément, je me dis qu'il y a quelque chose là qui est très révélateur. Après ça, je pense que oui, il y a place à beaucoup, beaucoup d'améliorations de part et d'autre. Oui, il y aurait Jennifer a une autre question. En fait, j'avais juste envie de réagir parce que ce que je trouve vraiment intéressant que tu as dit, il faut que les femmes comprennent qu'on ne viendra pas les chercher. Mais ça, c'est tellement dans la structure là, du compte
le prince va venir te chercher. Je veux dire, c'est ça, là. Au bal, c'est le gars qui va venir t'inviter à danser. Donc, presque, on s'est incrusté en nous que si nous, on va se mettre de l'avant, c'est vulgaire, c'est pas une chose qui est bien vue. Puis même, on entend beaucoup dans le milieu, regarde, ça peut pas être toi qui t'en vas vendre ton travail. Tu sais, quelqu'un va parler de ton travail à quelqu'un, puis ça va être remarqué, puis tatata. Moi, je me suis beaucoup fait dire ça. Puis là, j'étais comme, ben oui, mais comment ça va marcher, ça? Et je me dis, ça marche pas, tu sais. Puis les gars, effectivement, il y a beaucoup de gars qui ont pas peur, effectivement, de se lancer. Mais je crois que l'a priori positif de dire, oui, je pense que tu as du potentiel. De toute façon, tu as du potentiel. Tu sais, je pense qu'il y a cette confiance-là qui n'est pas forcément là avec, effectivement, des artistes femmes. Ils le disent, il faut travailler 2 fois plus, ou tu sais, tout ça, à tous les niveaux. Et je trouve que c'est vraiment faire reposer quelque chose de très lourd et très nocif, tu sais, justement, chez les femmes artistes, de devoir, puisqu'il n'y a pas ce premier a priori ou cette première curiosité, je dirais. Comme tu disais, une paresse intellectuelle, juste une curiosité. Un jeune artiste qui sort, on va aller voir ce qu'il fait. La fille, est-ce qu'on va vraiment juste comme ça y aller? Et je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que nos structures, effectivement, changent? Puis si vous, quelques galeristes femmes, portez attention, c'est aussi parce que vous connaissez, vous êtes censés, vous reconnaissez une façon d'être chez une femme qui n'est pas nécessairement dans l'énorme démonstration, mais peut-être dans une discrétion, mais qui peut vous intéresser. Et peut-être que c'est pas assez spectaculaire ou en tout cas frondeur pour justement éveiller la curiosité d'autres types de marchands. Puis d'essayer d'aller un peu rejoindre l'universel. Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça tellement... vraiment, vraiment pertinent quand tu disais ça tout à l'heure, Olivia, de rejoindre que le travail de femme puisse rejoindre l'universel. Je pense que finalement, en conclusion, on a un devoir de curiosité, puis de pousser notre réflexion, d'essayer de dépasser nos biais inconscients par rapport à la cause des femmes, par rapport au travail des artistes en général, de dépasser un peu la surface puis nos a priori. Ces questions-là de jeunes artistes qui doivent produire sans fin, là, d'essayer de se remettre finalement nous-mêmes en question. Est-ce qu'on conclut là-dessus, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter? Parce qu'il y a plein d'œuvres à aller voir l'autre côté. Vous pouvez acheter plein d'affaires. Oui, il y a une... Désolée de rallonger un petit peu, mais en fait, moi, je vous écoute, j'ai trouvé ça hyper intéressant, vos perspectives qui proviennent de différents milieux académiques, professionnels, institutionnels. Moi, je fais un doctorat en relations industrielles et donc je m'intéresse au travail de l'artiste en art visuel, mais sous une perspective de politique publique. Et je travaille actuellement avec le Conseil des arts de l'Ontario. On est en train de produire un rapport sur la place des femmes dans les arts. Et c'est une perspective qui va au-delà des arts visuels. Donc, c'est la danse, la littérature, etc., etc. Et en fait, moi, vos statistiques ne m'ont pas surprise du tout. Ce sont les mêmes statistiques qu'on voit à travers le Canada et à travers les différents mondes de l'art. Je voulais savoir un peu, parce que la perspective d'engagement volontaire, d'essayer d'ouvrir nos perspectives, d'être plus sensible à ces dynamiques-là, je trouve que c'est une perspective, pour moi, qui est un peu naïve quand on regarde les problématiques d'équité en matière d'emploi. Tous les engagements qui sont de nature volontaire ne montrent pas de preuves efficaces. C'est pour ça qu'il faut la parité. C'est pour ça qu'il faut imposer une mesure. Exactement, et je vous rejoins totalement là-dedans, mais je voulais savoir peut-être pour les gens qui sont plus dans le milieu institutionnel, professionnel, quelle est votre vision de la nécessité de mettre en place des politiques publiques qui ciblent spécifiquement cette problématique-là, parce que parfois les acteurs du monde de l'art sont un peu réfractaires à l'idée d'avoir le gouvernement qui s'en mêle sous le prétexte que ça brime la création,
Moi, ce n'est pas une perspective à laquelle j'adhère du tout, mais je voulais vous entendre peut-être là-dessus pour conclure. À vrai dire, c'est effectivement, ça peut être très dangereux de politiser nos espaces de travail. C'est comme la séparation entre la religion et l'État. C'est dans ces zones-là. Là. On ne veut pas politiser, à vrai dire, c'est ça, politiser les structures qui sont supposées être des espaces quand même de liberté, hein, dans notre grande utopie de la chose. C'est pas idéal, mais en même temps, si on veut que soit refléter des enjeux qu'on croit importants, il faut se doter des moyens pour qu'ils puissent arriver, je pense. Je suis très heureuse de toutes les initiatives que vous avez mentionnées au MAC et des chiffres que vous avez donnés. Et je vous encouragerais à continuer à peut-être diffuser vos statistiques. Même, Émilie, je vous ai lu dans Le Devoir avec vos statistiques pour les femmes à la GAC. Et puis, c'est ça qui m'a convaincue de venir aujourd'hui. C'est vraiment important pour changer les politiques publiques que vous diffusiez ces statistiques-là, parce que les politiques ne changeront pas s'il n'y a pas de chiffres à l'appui. Oui, je suis parfaitement d'accord, en fait. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci à vous. Merci à vous.